Vous êtes le médecin royal de Madrid. Nous sommes en 1834. Le roi Ferdinand II est mort, mais pour vous, le travail est loin d'être terminé. Vous êtes convoqué dans ses appartements privés, mais cette fois, ce n'est pas pour un traitement, un diagnostic ou un dernier conseil. La reine régente, Marie-Christine, vous attend. Ses yeux sont rouges à force de pleurer, mais sa voix est posée. Ce qu'elle vous demande de faire ensuite vous glace le sang. Ce n'est pas seulement inhabituel, c'est contre nature. Vous hésitez. Vous jetez un coup d'œil vers le lit où repose le corps sans vie de Ferdinand, et même mort, l'homme semble vous narguer comme un cruel écho des 2 décennies où il a tenu l'Espagne sous son emprise paranoïaque et d'une main de fer. Mais ce n'est pas son visage qui capte votre attention. C'est ce qui se cache sous les draps, cette chose unique, ce trait physique grotesque qui, à bien des égards, a défini son règne. Ni sa cruauté, ni ses trahisons politiques, mais ceci, un membre surdimensionné, d'une difformité grotesque, une difformité si étrange que les historiens en ont murmuré pendant des générations, sans jamais oser la consigner dans les textes officiels. Alors que vous vous apprêtez à accomplir votre devoir, préserver cette aberration anatomique pour des raisons que seuls la reine et Dieu peuvent connaître, votre esprit est submergé d'histoires que vous pensiez autrefois être des ragots de palais. Elles semblent désormais bien réelles, les coussins sur mesure, les cris de l'épouse résonnant dans les couloirs de marbre, les tentatives chuchotées de donner naissance à un héritier par des moyens frisant la torture. Et vous voilà maintenant, préservant non seulement un morceau de chair humaine, mais le symbole le plus horrible d'un règne fondé sur la difformité du corps comme de l'âme. Pour comprendre Ferdinand II, il faut commencer par le sang. Ce n'est pas une métaphore, le sang qui coulait dans ses veines était maudit, non par la sorcellerie ou la colère divine, mais par des siècles de consanguinité royale. Les Habsbourg et les Bourbons d'Espagne avaient passé des générations à épouser cousins, oncles, nièces. Ce qu'ils avaient engendré n'était pas une lignée, mais un champ de mines génétiques, maladie mentale, difformité physique, esprit fragile dans des corps brisés. Et puis vint Ferdinand, né à l'Escurial le 14 octobre 1784, de Charles IV et de Marie-Louise de Parme qui, oui, étaient cousins germains. Ferdinand n'avait aucune chance. Les dés génétiques étaient pipés depuis des siècles, et Ferdinand leva les yeux au ciel. Dès l'enfance, son état commença à se manifester. On l'attribua d'abord à une croissance maladroite, mais à l'adolescence, les médecins royaux ne purent plus prétendre que c'était normal. Des rumeurs se répandirent, l'anatomie du prince n'était pas seulement imposante, elle était grotesque. Un médecin écrivit, « Son Altesse royale est atteinte d'un membre aux dimensions si extraordinaires et à la forme si particulière que les relations intimes pourraient s'avérer difficiles. » Un autre ne s'embarrassa pas de formalité, c'est comme une queue de billard, fine à la base, épaisse comme un poing à l'extrémité, et assez longue pour servir de canne. Ce n'était pas de l'envie, c'était de l'horreur. Car dans le monde de Ferdinand, la taille n'était pas un symbole de virilité, mais une honte. Les idéaux classiques célébraient la modération et les proportions. Les sculptures grecques n'exhibaient pas, elles raffinaient. L'état de Ferdinand, en revanche, le désignait comme un phénomène de foire, et il le savait. Son père était un monarque absent, plus intéressé par la chasse que par la politique. Sa mère affichait sa liaison avec le puissant Manuel de Godoy au palais comme s'il s'agissait d'une alliance officielle. Ferdinand grandit dans cette cour toxique, subissant chaque trahison, chaque humiliation et, pour couronner le tout, son propre corps le trahit. Les domestiques riaient dans son dos. Les émissaires étrangers chuchotaient des nouvelles. La cour royale devint le théâtre de moqueries subtiles, et Ferdinand en était la cible principale. Le garçon devint alors cruel, vindicatif, obsédé par le contrôle. À l'adolescence, Ferdinand punissait déjà quiconque voyait son corps nu. Un aumônier de la cour rapporta qu'un jeune page était entré par hasard dans sa loge. Le garçon fut fouetté et sa famille exilée. La leçon était claire, la honte de Ferdinand était sacrée et dangereuse. À l'approche de l'âge nubile, les médecins royaux furent contraints d'affronter le problème de front. Le docteur Francisco Flor, l'un de ses médecins personnels, rédigea des notes détaillées en secret. En voici un extrait. Le membre royal présente une configuration des plus inhabituelles.
Sa base est étroite, pas plus large que le pouce d'un homme, mais elle gonfle de façon grotesque, atteignant une circonférence qui défie toute comparaison anatomique. Sa longueur dépasse 25 cm à l'état non excité, augmentant considérablement avec la stimulation. Une courbure est présente, ainsi que des excroissances tissulaires dont la fonction est inconnue. L'intimité telle que la plupart l'aperçoivent est impossible sans blessure ou modification grave. Il ne s'agissait pas seulement de taille, mais de structure. Et comme les devoirs royaux exigeaient des héritiers, médecins et artisans devaient faire preuve de créativité. Ils fabriquaient des accessoires conjugaux appelés par euphémisme, accessoires, en soie, cuir et métaux tendres, des coussins sur mesure, des supports rembourrés, des huiles, des baumes. La chambre royale devint une étrange fusion entre clinique médicale et donjon sexuel. Mais même ces outils ne pouvaient résoudre le problème profond, le traumatisme de Ferdinand, son obsession de réparer ce que la nature avait brisé. Il consommait toutes les substances prometteuses, cornes de rhinocéros moulu, poussière de perles, herbes rares de la jungle, potions pour la rétrécir, élixir pour la redresser, teinture pour stimuler la fertilité ou tout cela sans valeur. En 1802, Ferdinand épousa sa cousine, la princesse Maria Antonia de Naples et de Sicile. Jeune, brillante et pleine d'un optimisme naïf, elle avait entendu parler El Deseado, le « désiré », le titre que certains monarchistes lui avaient donné. Elle imaginait un avenir romantique avec un beau prince. La réalité la frappait de plein fouet. Le mariage fut fastueux, la lune de miel fut catastrophique. Ces dames d'honneur furent perplexes lorsque le valet de Ferdinand demanda un assortiment inhabituel de fournitures, coussins, onguents, outils. Elles supposèrent qu'il s'agissait d'une tradition espagnole obscure. Puis vint la nuit de noces. Maria Antonia hurla non pas métaphoriquement, mais littéralement, de terreur. Une assistante se souvient qu'elle avait crié « Monstre !» Monstre, en reculant dans un coin, pâle et tremblante. Ce qu'elle vit la silhouette grotesque de son mari. Ce membre volumineux et défiguré ne ressemblait en rien aux gentils discours que les religieuses lui avaient prodigués. Ce qui suivit ne fut pas une nuit de romance, mais une véritable opération chirurgicale. Les médecins de Ferdinand furent appelés. Les coussins furent disposés. Les huiles appliquées. L'intervention commença. Douloureuse, déshumanisante et si traumatisante que Maria Antonia dut être droguée au laudanum rien que pour la supporter. Dès cette première nuit, la vie de Maria Antonia devint un cycle de peur et de sédation. Chaque tentative d'intimité était planifiée, presque rituelle, les coussins étaient positionnés avec précision, les onguents appliqués avec soin, on lui administrait juste assez de laudanum pour atténuer la douleur, sans toutefois la faire perdre connaissance. Puis venait l'acte lui-même jamais passionné, jamais tendre, juste une sombre obligation endurée en silence ou en sanglotant étouffée. Ensuite, tous deux se retiraient dans des ailes opposées du palais pour se rétablir physiquement, émotionnellement et spirituellement. Les mois passèrent, puis les années, sans grossesse. La frustration de Ferdinand se transforma en obsession. Il devint convaincu que la répulsion émotionnelle de sa femme l'empêchait de concevoir, qu'elle rejetait sa semence par pure volonté. Le désespoir prit le dessus sur la raison. Il commença à consulter des charlatans et des mystiques ou tous ceux qui prétendaient détenir une solution. Les archives judiciaires montrent qu'il a ordonné la construction de liens des sangles en cuir avec rembourrage en soie pour maintenir Maria Antonia en place pendant les rapports sexuels. Pas pour la blesser, a-t-il insisté, juste pour optimiser sa position. La situation n'a fait qu'empirer. Ferdinand se tourna vers l'astrologie. Il commença à chronométrer leur rencontre avec les phases de la Lune, les tâches solaires et les alignements célestes. Il fit appel à des astrologues d'Italie, des diseurs de bonne aventure de France, et même à un prétendu sage d'Orient. Ce mystique lui expliqua que sa difformité n'était pas une malédiction, mais un symbole de pouvoir un don divin du dragon et qu'avec les rituels appropriés, son potentiel pouvait être libéré. Pendant 3 mois, Ferdinand et Marie-Antoinette participèrent à d'étranges cérémonies mêlant encens, chants et acrobaties, prétendument tirées d'anciens parchemins chinois. La reine, trop traumatisée pour résister, obéit. Et puis, incroyable surprise, elle tomba enceinte.
Par 2 fois, la cour se réjouit, Ferdinand rayonna de fierté, l'Espagne osa espérer. Mais les 2 grossesses se soldèrent par un chagrin profond. La première fausse couche eut lieu en 1804, 4 mois après la naissance. Les médecins invoquèrent discrètement la fragilité maternelle, mais en privé, ils avouèrent la vérité, le corps de Maria Antonia était tout simplement trop endommagé émotionnellement et physiquement pour porter un enfant. La seconde fut encore plus dévastatrice. Elle survécut jusqu'au dernier mois avant de perdre le bébé lors d'un accouchement sanglant et cauchemardesque qui faillit la tuer. Elle ne s'en remit jamais. Le laudanum devint une nécessité quotidienne. Ses yeux se creusèrent, elle se mouvait comme un fantôme. En 1807, elle était morte officiellement de fièvre, officieusement de désespoir. La réaction de Ferdinand fut froide, paranoïaque. Il ne la pleura pas, il l'accusa. Il prétendit qu'elle sabotait leurs efforts, qu'elle prenait des herbes pour éviter une grossesse, qu'elle participait à une conspiration libérale visant à lui refuser un héritier. Ces dames d'honneur furent interrogées. L'apothicaire royal qui l'avait soigné fut retrouvé mort quelques jours plus tard. Certains murmurèrent qu'il avait laissé une lettre expliquant tout, mais elle disparut au saisi par les agents de Ferdinand. Et voilà, Ferdinand se mit en quête d'une seconde épouse. Cette fois, il choisit Marie-Isabelle de Portugal, une autre cousine, une autre innocente. Elle arriva à Madrid en 1816, à 19 ans, pleine d'espoir et radieuse. On l'avait prévenue, doucement, des besoins conjugaux particuliers, ces dames d'honneur avaient été informées de l'utilisation des huiles et des coussins. Mais rien ne la préparait à ce qui allait suivre. Le mariage fut un spectacle étincelant, tout en feuilles d'or et perruques poudrées. Mais la nuit de noces fut un désastre. Les cris étaient si forts que les gardes à l'extérieur de la suite royale les entendirent. Le lendemain matin, les draps ensanglantés furent sortis en silence. Les meubles étaient cassés. Maria Isabelle avait été confrontée à la même terrible réalité qui avait détruit son prédécesseur. Elle ne cria plus après cela, au contraire, elle devint silencieuse, nerveuse, pâle. Sa voix tremblait. Le personnel du palais les appelait des épisodes, aujourd'hui, nous les appellerions des réactions traumatiques. Elle tressaillait lorsque son mari entrait dans une pièce. Elle évitait le contact visuel, s'émaciait, cessait de sourire. Et Ferdinand, il prenait sa peur à cœur. Il pensait qu'elle se moquait de lui, qu'elle complotait quelque chose. Alors, comme toujours, il resserra son contrôle. Il ordonna l'interception de ses lettres, fit goûter sa nourriture, perquisitionnait ses appartements. Il voyait une trahison dans chacun de ses gestes. Ses domestiques étaient régulièrement changés et interrogés sur ses habitudes quotidiennes. Rien n'était laissé au hasard. L'obsession de donner naissance à un héritier le consumait. Il commença à organiser des conférences médicales privées dans les appartements royaux, il invitait des anatomistes allemands, des chirurgiens français, et même des artistes de cirque qui prétendaient maîtriser les anatomies inhabituelles. Ils venaient, examinaient, théorisaient. La chambre du palais devint un amphithéâtre médical, et Maria Isabelle fut réduite au rang de patiente de son propre mariage. Le journal d'un médecin de la cour décrit une de ces séances, Ferdinand, nu, assis sur une estrade de velours, entouré d'hommes aux perruques poudrées, prenait des mesures, dessinait des croquis, proposait de nouveaux appareils et procédures, tandis que Maria Isabelle, droguée et pâle, attendait derrière un paravent. Certaines de ces illustrations, réalisées à la plume et à l'encre, finirent par circuler dans des revues médicales clandestines. Les érudits européens se demandèrent si l'état de Ferdinand était dû à une gigantomastie des organes génitaux, une forme d'excès hormonal localisé ou à une malformation congénitale inconnue. Un médecin français l'appelait simplement « la virilité monstrueuse de l'Espagne ». De retour à Madrid, l'état de Marie-Isabelle se détériorait. Elle ne mangeait plus, dormait peu, parlait d'une ombre dans la chambre qui l'observait constamment. Les rumeurs du palais suggéraient que la reine était hantée aux fantômes ou souvenirs, personne ne le savait. En 1818, elle mourut officiellement d'épuisement nerveux, officieusement d'abandon. Certains affirmèrent qu'elle se l'était infligée elle-même, d'autres pensaient que son corps n'en pouvait plus.
Quoi qu'il en soit, elle rejoignit Marie-Antoinette dans la sororité silencieuse des femmes royales consumées par les obsessions de Ferdinand. La réaction du roi fut familière. Il soupçonna un acte criminel, ordonna de multiples autopsies, fit arrêter ses serviteurs et affirma que des puissances étrangères l'avaient empoisonné pour saper la lignée des Bourbons. Son chagrin n'était pas du chagrin, c'était de l'illusion. Il commanda même un masque mortuaire à l'effigie de Marie-Isabelle et le conserva dans ses appartements privés, lui murmurant des paroles lors de ses crises d'insomnie. Pourtant, quelques semaines plus tard, il préparait un autre mariage. Mais la nouvelle s'était répandue. La réputation de Ferdinand était internationale. Il n'était plus seulement El Desirado, il était El Deformado, le difforme. Les négociations de mariage avec les familles royales européennes se compliquèrent. Les princesses déclinèrent, les familles exigèrent des choses extravagantes. Finalement, une seule maison fut proposée, la famille royale de Saxe. Ils étaient ruinés et avaient une fille, Maria Josepha Amelia, suffisamment âgée, désespérée et catholique pour être acceptée. Le troisième mariage fut plus discret, moins d'invités, moins de feux d'artifice, rien que du désespoir discret et des espoirs contenus. Josepha avait 24 ans. On lui avait prévenu en détail de ce qui l'attendait. Elle avait amené son propre médecin, ses propres appareils médicaux, ses propres médicaments. Elle envisageait ce mariage non pas comme une histoire d'amour, mais comme une expérience médicale. Avec un calme détaché, elle notait chaque tentative d'intimité dans un journal, date, heure, méthode, technique, échec. La froideur de ce journal déstabilisait Ferdinand. Son ton scientifique, son absence d'horreur, lui donnait l'impression d'être un spécimen, et sa paranoïa grandissait. Il commença à la soupçonner de tout documenter pour le renvoyer en Saxe, d'être une espionne, et que son médecin recueillait des informations pour des trônes rivaux. Il fit intercepter leur correspondance, fouiller leurs appartements, confisquer ses notes et toujours pas d'air. Pendant ce temps, l'Espagne s'effondrait. Ses colonies se révoltaient. Son peuple mourait de faim. Mais Ferdinand restait concentré sur son anatomie, sa chambre et ses espoirs fantomatiques de succession. Et puis, en 1829, l'impensable se produisit, Marie-Joseph tomba enceinte. C'était un miracle, du moins en apparence. Après des décennies de traumatisme, de mariages ratés et de désespoir royal, l'Espagne retenait son souffle. Se pouvait-il vraiment que le monstrueux roi au corps maudit puisse enfin donner naissance à un héritier vivant? Ferdinand était aux anges ou plutôt, maniaque. Il engagea des gardes d'élite pour surveiller Marie-Joseph 24 heures sur 24. Sa nourriture fut bénie et doublement testée. Ses appartements furent inspectés à la recherche de toxines. Il fit venir des médecins de toute l'Europe. Des prêtres bénissaient quotidiennement l'enfant à naître. Il consulta même des mystiques, au cas où une intervention divine aurait pu jouer un rôle. Cette fois, il n'y aurait pas d'erreur. Mais la grossesse ne se déroula pas comme prévu. À 7 mois, des complications commencèrent. La médecine moderne l'aurait probablement identifié comme un décollement placentaire. Mais à l'époque, dans un palais gouverné par la superstition et la paranoïa, personne ne savait quoi faire. Et Ferdinand, toujours méfiant envers les médecins qualifiés, refusa les traitements conventionnels. Il insista pour consulter des alchimistes, des astrologues et des faiseurs de miracles autoproclamés. L'état de la reine se détériora. Le 18 mai 1829, Marie-Joseph accoucha prématurément. Ce fut catastrophique. Ferdinand, pour des raisons que personne n'osait remettre en question, insista pour être présent. Debout près du lit, il aboya des ordres, accusant les médecins de sabotage, tandis que la reine hurlait de douleur. Le bébé eut une fille naquit vivante, mais ne survécut que quelques heures. Maria Josepha s'accrocha à la vie pendant 3 semaines supplémentaires avant de succomber à une infection et à une hémorragie. Les médecins parlèrent de fièvre puerpérale. Le tribunal parla de chagrin. Ferdinand de meurtre. Il refusa d'enterrer les corps. Pendant des jours, il exigea des médecins qu'ils continuent à tenter de les ranimer. Ils utilisèrent des stimulants thermiques, des prières, mais rien n'y fit.
Les corps commencèrent à se décomposer. Le palais empestait. Ce n'est que lorsque la rigidité cadavérique rendit leur état indéniable que le roi autorisa des funérailles. Mais même dans la mort, il ne les laissa pas aller. Il fit confectionner des masques mortuaires de la mère et de la fille et les plaça à côté des masques précédents de Marie-Antoinette et de Marie-Isabelle. Ces appartements privés étaient devenus une galerie de deuil, un musée d'échecs et pourtant, il n'en avait pas fini. Plus tard la même année, ses ministres arrangeaient discrètement un 4e mariage. L'Espagne s'effondrait, elle avait besoin de stabilité. Ferdinand avait besoin d'une héritière. La candidate, Marie-Christine de Naples, une cousine éloignée, et surtout, déjà enceinte d'un autre. Tout le monde connaissait la vérité. Marie-Christine était visiblement enceinte à son arrivée. La cour murmurait. Les ambassadeurs étrangers rapportaient. Mais Ferdinand s'en fichait. Il lui fallait un héritier. Et si Dieu ne lui en donnait pas, il prendrait celui de quelqu'un d'autre et dirait que c'était la volonté divine. En 1830, Marie-Christine donna naissance à une fille, Isabelle. Et ainsi, l'Espagne s'ouvrit un nouvel avenir, une princesse, symbole d'espoir. Mais pour Ferdinand, Isabelle représentait tout autre chose, une contradiction qu'il ne parviendrait jamais à surmonter. Elle fut sa plus grande réussite et la preuve vivante de son plus grand échec. Les dernières années de la vie de Ferdinand furent un véritable bouleversement, sa raison, son corps, sa cour. Il devint obsédé par les moindres faits et gestes de Marie-Christine. Il savait que l'enfant n'était pas de lui, mais il devait entretenir l'illusion. Et cette illusion nécessitait un contrôle total. Il fit installer des Judas dans les murs du palais afin de pouvoir espionner la reine non seulement pendant la journée, mais en permanence. Des serviteurs rapportèrent avoir vu le roi, un œil collé à une fente dissimulée, tandis que Marie-Christine allaitait Isabelle, récitait ses prières ou restait simplement assis seul. Il scrutait chacun de ses gestes à la recherche de signes de trahison. Les repas n'étaient plus de simples repas. C'étaient des rituels élaborés. Chaque plat était goûté par plusieurs serviteurs, chacun devant attendre 30 minutes avant d'être servi, au cas où un poison à action lente se manifesterait. Certains dégustateurs s'effondraient d'épuisement. Ferdinand y voyait une confirmation de la menace, et non une preuve de surmenage. Maria Cristina, prisonnière de cet état de surveillance paranoïaque, commença à s'effondrer. Elle écrivit des lettres désespérées à sa famille à Naples, lettres interceptées par les agents de Ferdinand. Elle y décrivait sa vie comme une prison, « Je vis dans une cage de verre », écrivait-elle, observée dans chaque souffle, chaque regard, chaque silence. Et le roi n'était toujours pas satisfait. Il envoya des espions surveiller ses prières, mesura le temps qu'elle passait à la chapelle, surveilla ses lectures, ordonna des tests de loyauté pour chaque courtisan qui osait la complimenter. « Tu es ravissante aujourd'hui », signifiait-elle qu'elle conspirait avec des puissances étrangères? Pour Ferdinand, c'était possible. Les diplomates étrangers furent horrifiés. Ils envoyèrent des avertissements urgents à leur pays, le roi d'Espagne était instable, paranoïaque, peut-être délirant. Les négociations de mariage avec d'autres maisons royales étaient au point mort, personne ne voulait participer à la folie espagnole. Et l'économie, en chute libre, perdait des richesses. Les colonies américaines s'étaient révoltées les unes après les autres, et au lieu de s'en occuper, Ferdinand dépensait le trésor en gardes, couloirs secrets, portes dérobées et bizarreries médicales. Les problèmes de l'Espagne n'étaient pas réglés, ils étaient ignorés. Mais la spirale la plus sombre de Ferdinand était encore à venir. À mesure qu'Isabella grandissait, il se fixait sur sa paternité. Il la fixait pendant des heures, comparant ses traits à des portraits de lui-même, de Maria Cristina et de tous ses parents napolitains. Il engageait même des artistes pour réaliser des portraits robots de pères potentiels, puis les placer côte à côte avec le visage de la petite Isabella. Il engagea des généalogistes, des médecins, des anatomistes, tous ceux qui pourraient prouver que la jeune fille était bien la sienne. Les rapports étaient toujours les mêmes, vagues, peu concluants, truffés d'euphémismes. Personne n'osait dire l'évidence au roi. Il s'accrocha à son fantasme, mais il le hantait. Tard dans la nuit, il prenait Isabelle dans ses bras et pleurait,
rageait ou murmurait à son oreille des prières entrecoupées, lui demandant pardon. Il la voyait à la fois comme une sauveuse et une malédiction, un rappel de sa condition de roi et de charlatan. À mesure que sa santé déclinait, le palais déclinait. Les serviteurs changeaient quotidiennement. Les ministres étaient interrogés pour manquement à leur loyauté. Les courtisans cessaient de parler ouvertement, même en privé. Chacun se soupçonnait. La folie de Ferdinand contaminait l'atmosphère même de la cour royale. En 1832, le malaise atteignit un nouveau sommet. Il fut convaincu que Marie-Christine cherchait à l'empoisonner par le toucher. Il ordonna des examens médicaux préalables. Les médecins furent contraints de l'examiner sous la surveillance de Ferdinand avant tout contact physique. Il ne s'agissait pas d'intimité, mais d'une dégradation. Et il continua. Il ordonna que les vêtements d'Isabella soient inspectés à la recherche de dispositifs de localisation, que ses poupées soient démembrées à la recherche de messages cachés, que ses bains soient surveillés. Il la serrait contre lui, cherchant désespérément une connexion, terrifié par la vérité. En 1833, tout était fini. Ferdinand cessa de manger. Il parlait à peine. Ses discours se réduisirent à un chapelet confus d'accusations et d'illusions historiques. Son corps tremblait. Sa peau grisonnait. Son esprit, autrefois dangereux, était désormais perdu. Le 29 septembre 1833, Ferdinand III mourut. La cause officielle, la goutte. La véritable cause, une vie entière de paranoïa implacable, de traumatisme sexuel, de tourments psychologiques et de souffrances physiologiques dont même le privilège royal ne put le protéger. En secret, ses médecins accomplirent une dernière tâche, ils préservèrent son trait le plus infâme, le membre monstrueux, la difformité qui avait façonné un roi et marqué une nation. Il mesurait plus de 14 pouces, avec une circonférence qui variait considérablement de la pointe à la base, et présentait des signes de cicatrices internes dues à des interventions bâclées. Il était scellé, caché, enfermé dans les archives du Vatican, trop dangereux, trop grotesque, trop réel. Ferdinand II est resté dans les mémoires comme l'un des monarques les plus destructeurs de l'histoire européenne, non pas pour ses guerres, ni pour ses réformes, mais pour quelque chose de bien plus tragique. C'était un roi incapable de gouverner seul et de laisser cet échec définir son royaume. L'Espagne en a payé le prix. Ses épouses en ont payé le prix. Ses sujets, sa fille, son héritage tous ont porté le poids de la défiguration d'un seul homme et des illusions qu'elle a engendrées. Et dans une chambre sombre et verrouillée quelque part dans la cité du Vatican, préservée dans la cire et le silence, se trouve le symbole le plus grotesque de tous, le dernier monument déformé du roi à lui-même, un récit édifiant non seulement sur le pouvoir mais sur ce qui se passe lorsque la douleur, la honte et l'obsession reçoivent une couronne.